La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Bank, le vrai visage de la banque, et Souniou Assurance, notre métier l'assurance, vous offre RTI Money. Vous êtes bien devant RTI Money, votre magazine qui s'intéresse aux banques et aux établissements financiers, aux assurances et à votre couverture sociale, aux finances et à la gestion de votre patrimoine. Zoom ce soir sur le financement de certaines PME, celles qui ne peuvent pas bénéficier du financement auprès d'institutions de microfinance et qui n'entrent pas non plus dans les catégories prises en compte par le secteur bancaire dit classique. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nous nous intéressons ce soir à la mésofinance et nous en parlons avec notre invité, directeur général de la filiale ivoirienne de la compagnie financière africaine Cofina, leader de la mésofinance en Côte d'Ivoire. Si Ahmed Touré, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter notre invitation sur le plateau d'RTI Money. Avec vous, je le disais, on parlera de l'épineuse question du financement des PME et de mésofinance. Mais avant, voici notre sommaire, le sommaire de cette émission, avec Stéphanie qui nous parlera de bons plans pour mieux terminer le mois de Ramadan. C'est bien cela. Alors nous sommes dans le mois du Ramadan, un mois dans lequel règne une atmosphère de piété, de partage. Donc ce soir, nous allons vous proposer des offres spéciales conçues exclusivement pour l'occasion. Et puis juste sur votre gauche, il y a Aceta qui nous emmènera dans votre univers avec un reportage sur la mésofinance. Tout à fait, Justine. Alors ce soir, on parle de financement des PME avec la mésofinance comme une bonne alternative pour ces petites entreprises qui sont très souvent exclues des systèmes bancaires traditionnels. Et puis Landry, celui qui aime décortiquer les chiffres, vous avez pour nous des chiffres qui concernent la production d'or en Côte d'Ivoire. Oui, il y a une production aurifère qui s'est bonifiée au fil des années. Pour l'année 2023, la production ivoirienne s'est établie à 50 tonnes, un record pour le pays. Nous y reviendrons dans quelques petites minutes. Et nous avons hâte, Landry, de découvrir les chiffres impressionnants de ce secteur. C'est pourquoi nous y allons maintenant. Voici Éco-Chiffres. Landry, vous nous parlez de la hausse de la production d'or en Côte d'Ivoire. Et oui, une production aurifère, je le disais à l'instant, qui s'est bonifiée d'année en année. Et les chiffres en témoignent. Un chiffre qui a presque quadruplé en une décennie. D'abord, en 2012, la Côte d'Ivoire ne produisait que 13 tonnes. En 2022, 48 tonnes. En 2023, 50 tonnes. Ce qui est un record pour le pays. La Côte d'Ivoire n'a jamais atteint ce niveau de production. Un niveau de production qui aussi influe sur les recettes d'exportation. Selon les dernières données officielles des douanes ivoiriennes, en 2018, les recettes d'exportation étaient estimées à 440 milliards de francs CFA. En 2022, 1191 milliards de francs CFA. Et le chiffre pourrait croître pour l'année 2023 en attendant les données consolidées pour cette année-là. Alors, comment pourrait-on expliquer ce bond quand on sait que notre pays produisait que 5 tonnes il y a 10 ans? Alors, j'ai sélectionné quelques éléments pour expliquer cela. Dans un premier temps, il y a le code minier qui a été révisé en 2014, qui a favorisé la venue des investisseurs. Il y a eu de plus en plus de mines sur l'étendue du territoire ivoirien. Pour l'année 2023, 14 mines d'or industrielles ont été identifiées à travers tout le pays, près de 227 mines d'or semi-industrielles à travers tout le pays et 149 artisanales en activité. À côté de cela, il faudrait notifier l'inauguration de 3 mines d'or pour la seule année 2023. La dernière en date, c'est celle de Lobo à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette mine a nécessité près de 168 milliards de francs CFA d'investissement. Elle aura une production de 3 tonnes sur une durée de 9 années et avec une exploitation qui devrait générer près de 156 milliards de francs CFA. Et qui sont les autres producteurs sur le continent? Alors, selon le dernier classement, c'est-à-dire en attendant celui de 2023, World Gold Council, c'est un organisme qui est représentatif du secteur aurifère. Le top 3 africain est dominé par la zone ouest africaine avec en premier le Ghana qui produit près de 127 tonnes. En deuxième position, vous avez le Mali avec 101,7 tonnes. Et en troisième position, vous avez le Burkina Faso avec 96,2 tonnes. La deuxième zone qui produit de l'or sur le continent, c'est la zone australe avec l'Afrique du Sud qui est en quatrième position avec une production de 92,6 tonnes. Après, vous avez la Tanzanie et le Zimbabwe qui produisent aussi de l'or sur le continent africain. Ensuite, dans le classement, vous avez la Guinée, la Côte d'Ivoire à 48 tonnes, on rappelle que ce sont les données de 2022, et le Niger qui produit exactement 34,5 tonnes.
Alors, si Ahmed Touré, on sait que l'or, c'est important pour les financiers, les banquiers. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cette hausse de production dans notre pays? Alors, il faut dire que cette croissance de production d'or en Côte d'Ivoire est une excellente nouvelle, d'autant plus que notre très cher ami, il a parlé de l'augmentation des recettes d'exportation, ce qui nous ferait une bonne manne de devises pour le pays, et également au travers des différents investissements qui s'effectuent sur ces différentes mines. C'est une opportunité pour les banques, mais également pour toutes les populations qui feront partie de ce processus de développement des mines. En tout cas, merci Landry pour tous ces détails. Allons maintenant découvrir et décortiquer la mésofinance dans ce reportage à suivre avec Aceta dans le 24 heures avec. Et Aceta, vous nous emmenez en immersion dans l'univers de la mésofinance. Dans l'univers de la mésofinance avec les PME qui très souvent peinent à trouver des financements parce que très souvent ces entreprises-là ont des problèmes de structuration, des problèmes de comptabilité, de fonds de roulement, de garantie et n'entrent pas dans le canevas des grandes banques. Ces petites entreprises constituent un énorme marché et pour trouver du financement, elles se tournent vers la mésofinance avec l'institution dirigée par notre invitée qui est pionnière sur ce segment. Nous avons été sur le terrain avec les équipes pour comprendre le processus de financement. Alors, quelle cible pour ce type de financement? Quelles sont les conditions? Comment se fait le suivi sur place? Quels sont les montants octroyés et les intérêts appliqués? Regardez. Cette machine, c'est la nouvelle acquisition de cette PME spécialisée dans la fabrication de briques. Une machine capable de produire plus de 1000 briques par jour. Depuis maintenant, c'est combien de briques vous avez fait? Le total, le nombre de palettes, c'est 147. Inoussa Ouedraogo est à la tête de cette entreprise depuis plus de 10 ans. Cette machine, il l'a obtenue grâce à un financement de 100 millions de francs CFA d'une institution de mésofinance. Un outil qui lui a permis de renforcer sa productivité. Quand j'ai reçu le financement, j'ai acheté une machine. Avant, j'avais une machine qui produit 500 briques par jour. Et maintenant, cette machine-là fait 1500 briques. 1500 briques, à 500 briques, vous voyez, il y a une grande différence. Avant, il faisait chiffre d'affaires de moins 100 millions. Et actuellement, il fait chiffre d'affaires de moins 200 millions. Et justement, ce matin-là, Inoussa reçoit la visite de Josiane Dro, chargée d'affaires de la dite institution de mésofinance. Je constate que la machine qui était là, lors de l'évaluation, n'est plus là. Je vois plutôt une machine plus performante. C'est ça. Elle effectue cette visite mensuelle chez ses clients pour s'assurer que le financement accordé a été utilisé conformément aux objectifs convenus. En général, pour tous nos dossiers de crédit, nous faisons des visites inopinées chez le client. Et le client, par nos visites, peut avoir des préoccupations. Nous avons certes financé pour une acquisition de machines, mais le client a également une quincaillerie. Il peut nous solliciter par derrière pour un fonds de roulement, pour qu'il ait toujours du stock. Donc le but encore, c'est de fidéliser la relation clientèle avec notre entreprise. Josiane poursuit sa série de visites, cette fois-ci chez une autre PME, en quête d'un financement de 20 millions de francs CFA. Et comment ça se passe, votre activité? L'activité commence à prendre de l'ampleur, donc pour plus d'influents, il faudrait que je vais auprès de vous pour que vous essayiez de m'accompagner. Marius Nguessan est le demandeur. Il est propriétaire de ce garage qu'il a fondé il y a 7 ans. Son entreprise génère un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de francs CFA. Ce prêt, s'il réussit à l'avoir, va lui permettre d'entamer ses projets d'extension. Ce prêt, c'est juste m'accompagner pour m'implanter en dehors d'Abidjan, exemple San Pedro, Boaké et vers la fin sur Yamoussoukro. Je n'ai qu'un seul point élévateur que vous le constatez. Donc acheter déjà le point élévateur il tourne aux environs de 4 millions. Le compresseur pour le clim il tourne autour de 6,5 millions. Et puis réhabiliter encore la structure pour conquérir des nouveaux clients. L'objectif de cette visite, c'est d'évaluer la viabilité du projet du client. Le client, certes, nous transmet de la documentation, mais nous venons sur le terrain pour constater ce qu'il est. Parce qu'il veut peut-être un prêt, il va nous envoyer un facturier où les chiffres sont vraiment super bons. Donc là, quand nous sommes sur le terrain et avec nos échanges, parfois les clients nous donnent la bonne documentation et nous basons sur ça pour pouvoir faire notre analyse financière.
Ce type de visite permet à Josiane d'avoir des éléments pour défendre les différents dossiers de crédit dont elle a la charge au sein d'un comité de crédit. Nous sollicitons l'avis favorable du comité pour la mise en place du financement de notre client à hauteur de 150 millions sur 48 mois. Autour de la table, des chargés d'affaires, gestionnaires de risques, responsables commerciaux. Chaque membre apporte son expertise pour évaluer les risques associés à chaque dossier. Si le comité ne veut pas aller jusqu'à 150 millions pour couvrir tous les besoins du client, je pense qu'on devrait retenir au moins un montant minimum de 100 millions qui permettra au client d'acheter vraiment le matériel principal. Aboubacar Kamara est le directeur de l'exploitation commerciale. Chaque mois, lui et son équipe peuvent statuer sur plus de 600 demandes selon des critères précis. La première des choses, c'est la régularité vraiment de l'activité. Donc, elle se mesure par vraiment l'évolution du chiffre d'affaires. Si elle se fait de façon régulière, à contrario, si c'est une activité saisonnière. On regarde aussi les garanties qui sont mises en face. On arrive à faire des financements qui vont jusqu'à 250 millions, 300 millions. Il y a un mécanisme de garantie qui sont obligés d'être intégrés. On regarde aussi comment l'activité est organisée. Même s'il s'agit des entreprises qui sont peu formalisées, on demande aux clients d'avoir au moins 1 an d'existence. En 10 ans d'existence, l'institution de Mésofinance a financé plus de 11 000 PME pour près de 400 milliards de francs CFA. À cet âge, est-ce qu'on a d'autres acteurs sur le marché qui proposent des produits de Mésofinance? Oui, Justine, de plus en plus, les institutions bancaires s'intéressent à ce segment-là. Et là, on a cette institution de microfinance qui est la filiale d'un grand groupe bancaire qui propose des produits de Mésofinance adressés aux PME et aux profils à faible revenu. On a des produits comme les crédits à court terme, les avances sur facture. Avec cette microfinance, chaque type de financement a sa particularité. Par exemple, pour une avance sur bon de commande destinée aux TPE et aux PME, le montant minimum de financement est de 2 millions de francs CFA, le montant maximum est de 100 millions de francs CFA, la durée du remboursement est de 6 mois et les intérêts mensuels aussi entre 1 et 2%. Ensuite, on a une autre institution qui est spécialisée en mésofinance. C'est une filiale aussi d'un grand groupe bancaire qui a commencé ses activités de mésofinance il y a environ 3 ans. Elle est sur la même niche, les très petites entreprises, les profils informels. Elle propose des crédits essentiellement à court terme, comme les crédits de trésorerie, l'escompte d'effet, le financement de marché, pour ne citer que cela. C'est aussi une institution qui a des lignes de crédit pour les associations féminines. Elle propose des crédits comme des crédits pour la constitution de stock ou pour l'avance sur trésorerie. Alors, Ahmed Touré, on va profiter pour faire un peu de pédagogie. On entend souvent parler de mésofinance, de nanofinance, de microfinance. Qui fait quoi? Qui finance quoi? Éclairez-nous un peu. Tout est question de montant que nous permettons de financer. Généralement, ce qu'on appelle nanofinance, c'est de tout petits financements de l'ordre de 100 000, 50 000 que certaines institutions se permettent de faire, notamment des institutions de microfinance. Et on a des montants un peu plus élevés que les banques traditionnelles ont l'habitude de faire. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la mésofinance, où nous intervenons, qui est le chaînon manquant entre la banque classique et la microfinance traditionnelle, où nous proposons des montants un peu plus importants parce que ces différents acteurs ne bénéficient pas de structures ou d'organisations permettant d'être analysés par les grandes banques, par les banques, et donc pas suffisamment structurés pour ces banques-là, mais ayant des besoins un peu trop importants pour la microfinance traditionnelle. Et là, nous intervenons avec la mésofinance qui permet d'analyser cela et de combler ce chaînon manquant au financement des entreprises. Merci pour votre éclairage et merci à CETA. Passons à présent au bon plan de Stéphanie pour parler des bons tuyaux pour mieux terminer le mois de Ramadan. Stéphanie, qui dit Ramadan dit rupture et vous avez des bons plans à ce niveau pour nous. Oui, Justine, le Ramadan est un mois où la nourriture occupe une place particulière, notamment lors des ruptures de jeûne. Et ça, les services traiteurs l'ont bien compris. Donc, ils proposent des offres, des menus spéciaux pour l'occasion. Donc, nous allons aller tout de suite avec ce service de restauration-là qui propose des menus spéciaux à emporter, permettant ainsi à chacun de profiter des saveurs authentiques du Ramadan.
dans le confort de son foyer. Donc là, vous avez plusieurs formules. La formule rupture collective avec des tarifs qui vont de 8 000 à 12 000 francs CFA par personne. La formule barquette collective à partir de 2 500 francs CFA et des plateaux repas iftar à partir de 15 000 francs CFA. Ce sont des plateaux que vous pourrez partager avec plusieurs personnes. Et en fait, pour une meilleure prise en charge, ce service-là vous invite juste à commander 72 heures avant. Ensuite, il y a ce traiteur et service de livraison de repas à domicile qui propose un menu tout aussi varié avec des tarifs allant de 2 500 francs CFA à 17 000 francs CFA. Il vous propose des plats tels que les boulettes de poulet, de l'agneau fondant aux légumes. Pour commander, il faut tout simplement appeler la veille pour le lendemain ou au plus tard avant 10 heures. Et il n'y a pas que des traiteurs. Oui, Justine, nous pouvons opter pour les box cadeaux avec cette entreprise-là qui est spécialisée dans la confection de box, qui propose des box allant de 10 000 francs CFA à 85 000 francs CFA. Dans ces box-là, on peut trouver du lait, du sucre, des dattes, du chocolat, des livres de prière et même le Coran. Cependant, pour ceux qui souhaitent eux-mêmes confectionner leur box ou faire leur achat durant ce mois de Ramadan, vous avez ces supermarchés-là qui font des remises sur certains produits pour bien commencer et rompre le jeûne. Nous avons des produits comme le miel, le couscous, des pommes de terre et aussi des réductions sur des articles de décoration. Vous avez des réductions allant de 9% à plus de 50%. Merci et c'est maintenant l'heure de la pub. On se retrouve tout de suite après ceci. Ne bougez surtout pas. Notre invité ce soir est le directeur général de Cofina, un établissement financier spécialisé dans la mésofinance depuis 2014. Et avec lui, nous parlons maintenant de financement sur mesure des PME. C'est Ahmed Touré, bonsoir. J'espère que tout va bien jusqu'ici. Ça va, merci. Alors, je disais, vous dirigez Cofina. Quels sont les chiffres que l'on pourrait retenir depuis la création et quel bilan faites-vous ? Merci Justine. Alors, le premier chiffre que je pourrais vous donner, c'est 10. 10 parce que cela fait 10 ans que Cofina Côte d'Ivoire existe en Côte d'Ivoire. Cela fait 10 ans que Cofina Côte d'Ivoire accompagne les entrepreneurs et PME dans leurs activités. Alors, Cofina Côte d'Ivoire, c'est plus de 400 employés, dont 51% de femmes. Et il faut dire que nous avons financé depuis la création 43 000 projets pour 411 milliards de francs CFA injectés dans l'économie ivoirienne. Nous enregistrons une croissance de 30% de nos crédits et dépôts, ce qui nous permet de nous positionner dans le trio de tête des SFD. Donc, les systèmes financiers décentralisés. C'est bien ça. Alors, quel regard portez-vous de façon plus globale sur l'accès au crédit pour les PME? Est-ce qu'il y a-t-il de plus en plus de financement pour ces PME-là? Si oui, lesquels? Et sinon, qu'est-ce qui coince à ce niveau-là? Donc, le crédit est un élément clé de la croissance économique des États. Cependant, il existe plusieurs défis, notamment le faible taux de bancarisation, la formation des différents acteurs, la réglementation en vigueur, mais également la méconnaissance des différents intervenants. Donc, on pourrait améliorer cela avec un renforcement de nos PME, une meilleure inclusion financière et un accompagnement des acteurs publics et privés. Alors, en termes de mécanismes, il existe plusieurs mécanismes. Il existe des mécanismes qui sont aussi bien la couverture de portefeuille, c'est une façon de garantir une partie du portefeuille par des mécanismes de refinancement. Il existe aussi des fonds de garantie qui sont disposés à mettre à disposition des fonds pour garantir un certain type de crédit. Il existe aussi avec des structures étatiques telles que le GUD PME, des accompagnements pour des petites et moyennes entreprises à pouvoir bénéficier de certains crédits. Il existe des mécanismes de subvention aussi qui permettent aux start-up et aux toutes petites entreprises de pouvoir bénéficier de financement. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout ce tissu, tout cet écosystème existe, mais il va falloir vraiment pouvoir l'accompagner avec beaucoup plus de coordination et des actions ciblées des acteurs publics et privés dans ce domaine-là. Voilà. Alors, lorsque vous accompagnez les entrepreneurs, qu'est-ce que vous financez concrètement? Est-ce que ce sont les équipements, le matériel, le bâtiment, les idées? Et quel secteur vous attire le plus? Nous accompagnons pratiquement tous les secteurs, que ce soit
le secteur agricole, que ce soit le secteur tertiaire, que ce soit les services, que ce soit les mines, comme tout à l'heure on en a parlé. Nous accompagnons tout secteur parce que pour nous, nous estimons que tout secteur d'activité est porteur de croissance. Donc c'est ce que nous faisons essentiellement. Cela dit, certaines conventions que nous signons, notamment avec un partenaire qu'on a BEI, la Banque européenne d'investissement, qui fait la part belle au financement agricole et au financement du genre. Tandis que nous avons d'autres financements, d'autres conventions qui font la part belle au financement des pharmaciens ou des médecins. Donc, selon les différentes conventions que nous signons, nous nous permettons de financer en particulier un secteur d'activité. Donc, vous avez jusqu'à présent financé plus de 11 000 PME, ce qui représente plus de 400 milliards de francs CFA. Où est-ce que vous trouvez tout cet argent pour financer justement ces PME? Okay. Alors, il faut dire que de par notre agrément de microfinance, nous sommes autorisés à collecter l'épargne auprès des populations. Donc, notre première source de financement, c'est l'épargne, c'est les comptes d'épargne, c'est les comptes courants que les clients ouvrent à nos guichets. Mais secondo, nous avons les DAT, ce qu'on appelle les dépôts à terme. Nous proposons des dépôts à terme à nos clients. Donc, ces dépôts-là sont constitués sur une durée bien précise avec un taux négocié avec ces clients-là. Mais il faut dire que l'épargne locale ne suffit pas pour financer l'intégralité des projets. 43 000 projets à 411 milliards, c'est énorme. Et donc, nous avons recours à certains partenaires et bailleurs nationaux ou internationaux avec qui nous levons des ressources selon un cahier de charges bien défini, comme je l'ai dit, avec la Banque européenne d'investissement. Et au final, nous faisons refinancer des fois pour des financements ponctuels au travers des banques classiques comme tout acteur économique. Voilà. Quid des taux? Souvent, les PME se plaignent des taux, de la lourdeur de ces taux-là. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut dire que, comme j'ai pu le décrire tout à l'heure, les taux découlent des ressources que nous avons obtenues, notamment des bailleurs, des dépôts à terme de nos clients, des comptes d'épargne, tout ça. Et donc, c'est la première constituante des taux que nous refacturons à nos clients. Ensuite, la deuxième constituante, c'est le risque que nous avons sur le secteur d'activité financière. Ces taux-là sont complètement plafonnés. Au niveau des SFD, nous sommes aux alentours de 24%, tout compris en termes de taux effectif global. Et généralement, les taux, en fonction des garanties, en fonction de tout ce que j'ai pu citer, peuvent varier, peuvent se trouver en dessous de cela. Alors, on vous a vu dernièrement aux côtés de la CNPS avec une convention. Justement, que dit cette convention? Et puis, pourquoi c'était important pour vous d'accompagner la CNPS? Merci. Le partenariat avec la CNPS cadre parfaitement avec notre mission, qui est d'apporter de la valeur ajoutée à nos partenaires. Alors donc, avec la CNPS, nous nous permettons, avec la CNPS, d'offrir à nos différents partenaires des services de couverture sociale, tels qu'une retraite. Il faut dire que nos entrepreneurs sont des personnes clés de leur activité et lorsqu'elles ne peuvent plus exercer après de longues années de travail, doivent pouvoir bénéficier d'une retraite. Et donc, c'est une opportunité pour ces entrepreneurs-là. Aussi pour la dame qui se trouve être enceinte et qui ne peut plus exercer pendant un certain moment, c'est des prestations que la CNPS pourrait couvrir. Et donc, avec la CNPS, il y a un ensemble de prestations comme ça prévues dans le cadre de l'élaboration de ce régime qui permet de faire bénéficier aux travailleurs indépendants les différentes prestations de la CNPS. Pour nous, c'est un complément à notre offre et nous sommes vraiment, vraiment très heureux de pouvoir apporter cette opportunité-là à nos partenaires, à nos clients, de pouvoir bénéficier de ces prestations. Est-ce que ça sera une obligation demain pour obtenir un crédit au niveau de Cofina? Pour l'heure, ça n'en est pas une, mais nous avons un devoir d'éducation financière, nous avons un devoir de formalisation de nos différentes PME que nous recevons à nos guichets et ça pourrait éventuellement faire partie des accompagnements que nous leur offrons. C'est Ahmed Touré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à Seta, Landry, Stéphanie. RTI Mani, pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Banque, le vrai visage de la banque, et Souniou Assurance, notre métier, l'assurance, vous ont offert RTI Mani.